Eh bien, nous allons nous initier à la dégustation géosensorielle avec l'aide du tas de vin ou taste-vin. Vieil outil du professionnel de la dégustation, vraisemblablement apparu dès la fin du XIIe siècle, en tout cas en plein exercice pendant la période de la Renaissance et jusqu'à la Révolution française et la disparition de la corporation des gourmets. Parce qu'en effet, cet outil, le tas de vin, était l'outil de travail des gourmets, ces professionnels de la dégustation qui s'assuraient que ce qui était écrit sur le tonneau correspondait bien à ce qu'ils dégustaient. Ils vérifiaient donc la provenance, l'origine du vin et attestaient que si on voyait Epnos sur le tonneau, c'était bien un vin issu des Epnos ou c'était le Clos Saint-Urbain, en Alsace. Bref, partout il y avait des vins de lieu, des vins de haut lieu, il y avait des gourmets qui attestaient la véracité de ce qui était écrit sur le tonneau. Donc, ces gourmets, dégustant avec le tas de vin, commençaient d'emblée par la bouche. Et ils commençaient par mâcher le vin. Pourquoi mâchaient-ils le vin? Tout simplement pour activer le sens tactile. Les sciences contemporaines ont mis en évidence que 20 à 30% du sens du toucher, donc du sens physique de toucher, est en bouche. C'est-à-dire que notre bouche a exactement les mêmes compétences que notre main pour ressentir la surface de la texture, pour ressentir l'épaisseur de la texture, la consistance, c'est-à-dire ça pèse plus ou moins. Donc, ces gourmets considéraient que le vin, c'est d'abord une matière. En effet, avant d'être une matière odorante, qu'on hume aujourd'hui avec le verre à dégustation, premier nez, deuxième nez, troisième nez, eh bien avant la dégustation qu'on appelle maintenant analyse sensorielle, qui active la primauté de l'olfaction, les gourmets, eux, activaient le primat du toucher. Donc, en mâchant, on activait le tactile, le sens tactile, n'oublions pas, qui est un sens physique. Donc, par le toucher, nous apprécions déjà la matière du vin. Le vin, c'est un liquide issu d'un raisin qui est une matière issue donc de la vigne, laquelle vigne puise ses racines dans les profondeurs du sol et du sous-sol et reçoit aussi par la photosynthèse un certain nombre d'informations, et tout ça, ça donne un raisin qui, transformé en vin, génère en bouche une matière qui, par ailleurs, a de l'énergie. Plus on est en présence d'un vin issu de méthodes biologiques et surtout biodynamiques, voire agroforesterie, eh bien, plus on aura cette sensation d'énergie, une matière avec de l'énergie. Donc les gourmets d'antan commençaient par ressentir la consistance. La consistance, c'est quoi? C'est comment pèse en bouche cette fameuse matière. Plus on est en présence d'un haut lieu, plus on aura cette sensation de consistance, et cette consistance, elle sera plus importante dans certains endroits que dans d'autres, y compris dans les grands crus. Par exemple, en Bourgogne, le chambertin, le mazie chambertin sont plus consistants que le chapelle chambertin, leur voisin, ou le griotte chambertin. Donc d'abord la consistance, une consistance qui est plus ou moins flexible, plus ou moins souple. Donc selon les terroirs, on va avoir cette sensation de souplesse, de flexibilité
de la consistance. Et puis, bien évidemment, la matière du vin, c'est une texture qui va de la toile de jute, de la sensation de toile de jute, à la sensation de soyeux. Cyril Tota s'est amusé à construire un ensemble d'étoffes pour s'exercer au toucher. Et le vin que nous dégustons aujourd'hui, Petrucci, Mello, c'est un lieu-dit, c'est un climat, la Bourguignonne, eh bien, on ressent déjà la consistance, on ressent déjà la flexibilité de cette consistance remarquable et cette texture qu'il a est du côté du velouté. Donc, de mémoire, je crois que c'est l'étoffe numéro 4 du toucher du vin créé par Cyril Tota. Donc, déjà, on ressent cette matière qui pèse plus ou moins, qui est plus ou moins chaude. Un vin donne une sensation plutôt de caractéristiques chaudes ou plutôt de caractéristiques froides. Là, on est dans quelque chose de plutôt chaud, de plutôt chaleureux. Et donc, on va déjà activer ce sens tactile. On va prendre une deuxième goulée. Et là, on va ressentir, on va activer la salivation. Plus exactement, on va se centrer sur la salivation, ce que les gourmets d'antan appelaient la viscosité. Un grand vin de lieu, un grand vin de terroir a de la viscosité. Une viscosité qui se ressent à travers la qualité de salivation. Vous savez que la salivation, elle peut être défensive ou accueillante. Là, on est en présence d'un grand vin, d'un beau vin, donc la salivation est bien sûr accueillante. Et cette salivation, elle est plus ou moins exubérante, elle démarre plutôt en début de bouche, plutôt en fin de bouche, plutôt au milieu, elle est plus ou moins explosive. Là, elle s'installe tranquillement, surtout à mi-bouche. Et donc là, on ressent la qualité de viscosité, qui est la troisième qualité que les gourmets appréciaient. Consistance, souplesse, texture, là on est dans le tactile, et viscosité. Là, on commence à rentrer dans le gustatif, on est encore dans le tactile, mais on est bien sûr déjà dans le gustatif. Et ce sens gustatif que les gourmets utilisaient beaucoup, eh bien, ce sens gustatif, on va maintenant, dans un troisième temps, reprendre une gorgée. Cette fois-ci en mâchant simplement. Et là, on va ressentir si le vin a beaucoup de vivacité. Les gourmets parlaient de vivacité et non pas d'acidité. En effet, il y a des terroirs exceptionnels qui, même en année chaude, réussissent à générer cette sensation de vivacité qui est des fois peu acide, hein, mais ça suffit puisque les grands terroirs retiennent sous les roches, sous les pierres, où les racines vont se faufiler, suffisamment d'eau pour restaurer suffisamment de vivacité, même dans les années chaudes. Donc, on va apprécier d'abord la plus ou moins grande vivacité, qui bien sûr a à voir avec l'acidité. Et puis, bien évidemment, on va aussi s'intéresser à la suavité. Le vin est plus ou moins suave. Et puis, on va aussi ressentir l'amertume. Dans les grands vins italiens, là on est dans un magnifique vin italien, Mello, donc un lieu-dit dans la vallée d'Orsia, à 2 pas du Brunello de Montalcino. Eh bien, on a, comme dans tous ces grands vins de Toscane, cette belle amertume, cette délicate amertume que l'on va avoir en fin de bouche. Et puis, bien sûr, on va aussi apprécier la dimension de salinité qu'on met maintenant sous le terme de minéralité, puisque les racines vont chercher en profondeur les différents minéraux qui vont être restitués dans le vin. Donc là, on a activé le tactile et le gustatif. Maintenant, on va prendre une 4e goulée. Et cette fois-ci,
on va grumer, c'est-à-dire qu'on va faire entrer de l'air en bouche, on va remuer le vin, et là, on va activer la rétro-olfaction. Donc les gourmets n'ignoraient pas l'olfaction, mais ils n'ignoraient pas les odeurs, mais ils les avaient en rétro-olfaction. Et d'ailleurs, ils parlaient d'arômes, et ça, c'est très important parce que dans les vins jaunes, ce sont surtout les arômes liés au fût et au toast, c'est-à-dire au brûlage du fût. Et il faut souvent attendre 5, 6, 7, 8 ans pour que ces arômes liés à l'élevage, liés au fût, disparaissent. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que c'était une erreur de lire le message du lieu avec le primat de l'olfaction. L'olfaction a son importance, surtout quand le vin arrive à sa maturité. Et pour les grands vins de lieu, ça peut prendre de 5 à 15 ans pour arriver à pleine maturité. Donc, nous avons, avec notre tas de vin, activé 3 sens, le tactile, le gustatif et le rétro-olfactif. Et maintenant, on va aussi activer la vue. Mais comme le dit très bien Gabriel Lepouzet, la vue a tendance à écraser les autres sens. Donc si on avait commencé tout de suite par regarder le vin, eh bien, on aurait peut-être été influencé parce que là, on se dit, tiens, finalement, il n'y a pas une trop grosse couleur. Ouais, sauf que effectivement, sur ces grands terroirs de Toscane, il n'y a pas forcément des couleurs monstrueuses comme certains vins excessivement puissants, colorés de Californie, d'Australie ou certains vins de Bordeaux. Donc la vue a bien sûr son importance et dans le tas de vin, il y a des cupulettes pour mirer le vin, c'est-à-dire pour observer la couleur du vin, là, qui est très brillante, qui est lumineuse, qui tire l'œil, comme disait le célèbre Henri Jaillet. Donc, vous l'avez remarqué, avec le tas de vin, à aucun moment on renifle. Comme disait Henri Jaillet, d'ailleurs, le vin n'est pas fait pour être reniflé, il est fait pour être bu. Donc, le vin, c'est déjà une matière, et les gourmets d'antan avaient tout compris. Pour lire le message du lieu, pour lire le message du terroir, il faut commencer par le mettre en bouche. Le terroir se lie déjà avec la dimension tactile, puis la dimension gustative et enfin la rétro-olfaction, qui a bien sûr aussi son importance. Donc le rituel de la dégustation, et le tas de vin nous le rappelle, c'est de commencer par la bouche et de terminer par l'œil. Et éventuellement, maintenant qu'on a un verre à dégustation, eh bien, on peut, dans un deuxième temps, humer le vin, premier nez, deuxième nez, troisième nez, mais on le fera seulement dans un troisième temps. On ne commencera pas par le nez, on commencera, même avec le verre à dégustation, par la bouche. Et là, je vous présente le verre géosensoriel qui a été créé grâce à Henri Jaillet, en petit format quand on est en cave, en grand format quand on est à la maison. Et ces verres, ces deux verres, il y en a un troisième pour les Américains aiment bien des verres encore plus gros. Et donc, ces verres géosensoriels ont été créés à la demande d'Henri Jaillet pour privilégier le toucher de bouche. C'est-à-dire qu'on a la chance maintenant d'avoir des verres qui nous permettent de commencer directement par la bouche pour activer à merveille le sens tactile. Et pour remplacer, parce que maintenant, on ne va plus au restaurant des tas de vin sur la table pour déguster. Hein. Et même chez les vignerons, on voit de moins en moins les vignerons apprécier leur vin avec le tas de vin. Mais les anciens le font toujours, et même les nouveaux. Par exemple, dans le Bordelais, Loïc Pasquet, qui a créé Liber Pater, et qui restaure la vigne Franche de Pied, eh bien lui, il a retrouvé aussi le tas de vin pour suivre l'évolution de ces vins. Donc, le tas de vin n'est pas mort. Mon grand ami Georges Truc, dans son ouvrage sur les vins de Châteauneuf-du-Pape, consacre plusieurs pages au tas de vin, l'importance du tas de vin pour lire le message du lieu. Donc, réapprenons
à utiliser le tas de vin pour réapprendre à lire le message du lieu, même si, malheureusement, sur la planète vin, des vins de terroir, il n'y en a plus beaucoup, hein. Ça représente peut-être 5% de la production mondiale, et là je suis peut-être optimiste. Et même dans les grands vignobles historiques, il y a trop de vignerons qui se laissent aller à la facilité et qui sont davantage, comme disait mon ami Namdi Foucault, dans l'agroalimentaire que dans le terroir. Mais heureusement, dans tous les grands vignobles historiques de France, d'Europe, et même d'ailleurs, il y a de plus en plus de vignerons qui s'intéressent au message du lieu, avec le moins de chimie possible. Pas de chimie dans la vigne, pas de chimie en cave, et donc, du coup, un message de lieu pur, puisque sans filtre chimique. Voilà, donc, à vos tas de vin.